Bonjour à tous et à toutes, et tout d'abord merci aux membres de la SFPS de m'avoir invité aujourd'hui à venir présenter mes travaux. La conférence que je vais mener par la suite s'inscrit dans le cadre de mes travaux de recherche en thèse qui portent sur les experts et usages de la psychologie dans la fabrique des sportifs d'élite. C'est un travail qui est actuellement en cours et qui vise à interroger les savoirs, experts et pratiques constitutifs du champ d'expertise de la psychologie dans la sphère de la haute performance sportive en France. Aujourd'hui, mon exposé comportera deux parties. Dans un premier temps, sans prétendre vouloir reconstruire l'histoire de la psychologie dans le sport d'élite, la première partie s'attachera tout d'abord à revenir sur la genèse de son marché professionnel. Les écrits existants sur l'histoire de la psychologie du sport en France se rejoignent pour faire des années 1970 les débuts de la psychologie du sport et amènent ainsi à minorer la place et le rôle d'autres groupes d'acteurs dans la genèse de cet espace. Mon travail de recherche tentera ainsi d'éclaircir les coulisses d'une histoire officieuse qui semble demeurer dans l'ombre du temps fort que représente la restructuration de la psychologie du sport dans les années 1970 et qui constitue dans les manuels la trame habituelle de son histoire officielle. L'objectif de cette première partie sera donc de montrer l'hétérogénéité qui caractérise cet espace professionnel dès sa construction. Puis, dans un second temps, nous nous intéresserons aux effets que produit la dérégulation de ce marché à travers notamment les professionnels qui le composent. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Il conviendra de décrire et comprendre le travail de ces experts qui restent à ce jour méconnus dans leur trajectoire comme dans leur pratique. La structuration de la psychologie du sport a été le résultat d'un certain nombre de luttes sur lesquelles il convient de revenir pour en démêler les enjeux. Qu'entend-on par psychologie au début du XXe siècle ? Cette définition a-t-elle fait l'objet de transformations ? Comment s'est structuré ce champ d'expertise ? Et quels sont les différents acteurs l'ayant à un moment donné occupé ? Pour répondre à ces différents objectifs, je me suis appuyée sur plusieurs fonds d'archives, les archives nationales, les archives privées du CNOSF et de l'INSEP, ainsi que sur divers documents administratifs conservés par les principales sociétés savantes du domaine, la Société internationale de psychologie du sport, la Société française de psychologie du sport et la Fédération européenne de psychologie du sport et des activités corporelles. Ce travail a été complété par le recensement et la lecture de manuels et de livres dédiés à la psychologie du sport et s'appuie sur une revue de presse des principaux journaux de la presse spécialisée dès l'entre-deux-guerres. Enfin, le travail socio-historique s'appuie également sur les témoignages oraux d'acteurs ayant, à leur niveau, participé à construire l'histoire de la psychologie du sport en France. La psychologie dans le sport d'élite est régulièrement présentée comme un espace de savoir récent. Pourtant, au début du XXe siècle, l'efficacité des corps en action était déjà reliée à la psychologie des sportifs. Ainsi, en 1902, dans le journal Lotto, on pouvait déjà lire que la défaite d'un sportif était attribuée à une cause dite psychologique. Mais au début des années 1900, lorsqu'il était question de psychologie, il était en fait surtout question de morale dans la presse sportive. Et à partir des années 1920, dans un contexte qui incarne l'époque de la modernité sportive, associée à une explosion démographique des pratiquants et à une spécialisation progressive des sports modernes, cette question du moral des sportifs, héritée d'un fonds militaire plus ancien, mais sur lequel je ne vais pas revenir dans cette communication, fait l'objet dès l'entre-deux-guerres d'un travail par un collectif hétérogène et peu spécialisé. C'est à ce moment-là que se déclenche une première forme de division du travail, de la performance, dans laquelle la question de la psychologie des sportifs n'est pas laissée de côté, mais prend une forme plus spécifique qui est celle du moral. En effet, à ce moment-là, le sportif qui gagne, c'est le sportif qui a le moral. On peut lire dans la presse sportive qu'un moral est gagnant. Un bon moral est nécessaire pour gagner. Ce sont alors les qualités morales individuelles ou la force morale d'une équipe qui sont soulignées lors des victoires. On peut lire qu'un sportif est précieux par son moral toujours élevé, ou encore le moral comme atout principal. Médecins, chercheurs, sportifs, entraîneurs, tous étaient convaincus du facteur moral de la performance sportive, et comme on peut le lire dans un extrait du journal La Pédale de 1926, qui voudrait contester l'importance du moral dans la qualité du champion ? Dans le milieu de la haute performance sportive, derrière la notion de morale se cache en fait une multitude de significations qui ne font pas l'objet d'une définition stabilisée. Dans un extrait du journal Lotto de 1908, le docteur Jean Gauthier voyait par morale les énergies directrices de l'être, les énergies premières, c'est-à-dire l'endurance nerveuse, la volonté, le sang-froid, la décision rapide, la promptitude à accomplir le geste opportun, le courage physique, la soudaineté de la riposte, sa vivacité.
Au sein d'un traité rationnel d'entraînement cycliste écrit en 1926, il était déclaré que pour avoir le moral, il est indispensable avant tout que le sportif sache souffrir et veuille gagner. Un troisième élément est nécessaire, la confiance en soi, système Coué, indispensable à celui qui doit vaincre. La maîtrise de soi ou l'émotion, la colère, une trop vive sensibilité ou un manque complet de sensibilité sont des éléments qui entrent en jeu dans la classe morale. Mais celle-ci peut se résumer en 4 verbes, souffrir, vouloir, croire et comprendre. D'une part, le moral renvoie à l'individu lui-même, à sa personnalité, à la confiance qu'il a en lui, à son bien-être psychologique, ou encore à ce que certains appelleraient aujourd'hui le mental du champion, c'est-à-dire la volonté de se dépasser pour la victoire. Savoir souffrir, vouloir gagner, avoir confiance en soi sont les qualités qui reviennent régulièrement dans les discours et définissent en partie le moral d'un sportif. D'autre part, le moral peut également faire référence à la cohésion d'une équipe, à l'absence de conflits internes dans cette équipe et à l'émulation collective portée par celle-ci. On peut lire dans la presse sportive que la force morale devient directrice du troupeau des forces physiques, ordonnatrice de l'effort, créatrice de la tactique, qui d'une horde fait une armée. Enfin, qu'il s'agisse de qualités individuelles ou de la force morale d'une équipe, le moral peut être durable ou passager. En ce sens, un sportif qui a le moral un jour peut ne pas l'avoir le lendemain, et vice-versa. Dans cette perspective, les applaudissements, l'atmosphère de sympathie participent également à déterminer le moral d'un sportif ou d'une équipe en compétition. Au début du XXe siècle, si l'ensemble des acteurs des univers sportifs et médiatiques s'accordent donc pour reconnaître que la classe morale, le facteur moral ou encore la force morale entrent en jeu dans la performance sportive, ces notions restent floues et attribuées à, je cite, la psychologie ou encore à la science de l'âme, mais sans savoir exactement quelles seront plus tard les filiales efficaces, comme on peut le lire sur le traité d'entraînement de 1926. Pour autant, derrière la question du moral des athlètes, il y a bien des acteurs identifiés comme étant les aidants. Les masseurs-soigneurs étaient en effet déjà connus et reconnus dans le sport de performance comme dispensateurs de bon moral, c'est-à-dire des personnes confidentes qui travaillent le moral des sportifs. On peut lire dans la presse que le masseur veillera sur tous les coureurs, sera leur conseil amical dans les moments difficiles, leur remontera les énergies, les calmera, les poussera, les remontera, il sera leur père spirituel, leur confesseur. En pratique, le rôle et les tâches des masseurs auprès des sportifs sont mal définis car non encadrés. Mais ce sont des personnes qui passent du temps auprès des sportifs. Et c'est un aspect essentiel du travail du masseur-soigneur, puisqu'être présent, à l'écoute, représente une des conditions pour avoir la confiance des athlètes. On peut lire que le masseur fait préparer les bains de ses hommes et se livre sur leur personne à toutes les réparations urgentes. Il dépense sans compter ses forces pour remonter celles d'autrui. Le travail central du masseur, puisqu'il réalise également d'autres tâches, est de soigner, par le massage, les sportifs. La pratique du massage nécessite parfois que le sportif se dénude. Cela suppose donc de réaliser des séances dans des lieux couverts, intimes, à l'abri des regards. Également, cela induit qu'il y ait des contacts physiques et réguliers entre masseurs et sportifs. Ces conditions intimes sont ainsi favorables à la construction d'une confiance entre masseurs et sportifs, confiance nécessaire pour recueillir de la confidence. Mais le travail des masseurs sur le moral des sportifs ne consiste pas qu'en une présence. À travers les récits de pratique des masseurs eux-mêmes, il apparaît que travailler le moral des athlètes d'élite revient d'une part à les divertir, à les faire rire, à leur donner confiance, et d'autre part à les motiver, les mettre en condition de tension, voire d'énervement. Le temps me manque aujourd'hui pour vous rendre compte des différentes pratiques qui existaient, mais on pourra y revenir dans le cadre de la discussion. L'activité des masseurs sportifs n'était pas encadrée et donc installée au sein d'un marché complètement ouvert et favorable à l'introduction de profils très hétérogènes. Pour autant, certains se distinguaient sur la scène sportive et profitaient d'une certaine autorité. Selon la presse, le masseur est également soigneur infirmier. C'est souvent un garçon qui, les autres mois de l'année, est spécialiste des soins de beauté ou seconde un médecin. Il part dans le tour parce qu'il a la passion du sport. Les soigneurs sont en général d'anciens coureurs qui possèdent la routine du métier et connaissent les bonnes formules et les trucs les plus appréciés. La connaissance du milieu sportif ou encore la possession d'un fonds de savoir représente en effet des ressources pour atteindre une certaine reconnaissance. Mais savoir être un bon masseur, c'est aussi posséder un fort capital sympathie. En effet, les masseurs les plus reconnus sont régulièrement présentés comme étant des types amusants ou des humoristes. On peut par exemple lire à propos du masseur Panosetti qu'il a toujours une blague au coin des lèvres ou une histoire inédite à raconter. Il possède un grand sac rempli d'anecdotes plus amusantes que les unes que les autres. Parfois surnommés les médecins de l'âme, on peut lire que les masseurs remontent le moral du coureur. Ils l'amusent, ils tuent le cafard, ils font rire l'homme épuisé, déprimé, fini, qui voulait abandonner. Présent, amusant et dévoué. Le dévouement dont fait preuve les masseurs auprès des sportifs est également une qualité reconnue dans le milieu. Dévoué à l'extrême, homme à tout faire, le masseur est régulièrement présenté comme quelqu'un sur qui l'on peut compter.
D'après les différentes traces retrouvées dans la presse sportive, il semblerait que ce soit la question du moral des athlètes qui a finalement ouvert un champ de possibles et d'intervention pour des masseurs-soigneurs qui étaient déjà présents aux côtés des sportifs, mais sans pour autant que le champ d'expertise soit clairement défini. Le périmètre d'intervention de ces professionnels reste extrêmement flou et ces derniers ne sont pas unifiés par un fond de savoir commun. Pour autant, les masseurs-soigneurs constituaient tout de même un collectif de travail connu et reconnu dans la haute performance sportive pour la tâche morale qu'ils accompagnaient auprès des sportifs. Néanmoins, ce ne sont pas les seuls acteurs à occuper un premier espace de la psychologie dans le sport de haute performance. Les médecins sont en effet dès le début très présents au sein des discours qui traitent de ces questions. Comme le montrent Tayeb El Boujafi et Baptiste Viau à travers leurs travaux respectifs, l'intérêt des médecins pour les activités physiques et sportives se réalise dans un contexte de concurrence médicale accrue au regard de l'explosion démographique de la population des praticiens durant les années 1920. Les discours des médecins sur le moral des sportifs apparaissent ainsi à un moment où l'espace de la médecine du sport se dessine et dans lequel les trajectoires sociales des individus participent à les positionner sur cet espace. L'implication des médecins consiste tout d'abord en la réalisation d'études et de conférences, c'est-à-dire principalement en des discours et des idées. Dans le journal Loto de 1921, Alfred Toris, docteur et président de la commission scientifique de la Fédération française d'athlétisme, estime que toute entreprise comporte un plan, une préparation psychologique et l'exécution, et que la préparation psychologique, amorce de l'entreprise, étant l'espèce urgente dans la préparation olympique des sportifs français. En 1926, au sein du journal Les Amis des Sports, est notamment évoquée une maîtresse étude sur la psychologie de l'effort, signée du nom estimé du docteur Belin du Coteau. En 1939, on peut lire dans la presse que la Société d'hygiène naturelle organise une conférence sur l'effort, ce qu'il est au physique et au moral, ses effets sur le corps et l'esprit, qui sera animée par le docteur Ruffier. Mais l'implication des médecins dans le traitement moral des sportifs ne se limite pas à la seule réalisation d'études et de conférences. En pratique, certains médecins sont également présents aux côtés des sportifs. En 1931, on apprend par exemple dans la presse sportive que le docteur Pierre Vacher a étudié longuement au Veldiv les coureurs lors des derniers 6 jours. Ce médecin psychiatre a fait de nombreuses observations qui ont porté parallèlement sur l'état physique et psychique des athlètes. Considéré surtout comme un psychologue, comme on peut le lire, le docteur Pierre Vacher y mentionne le traitement psychique dont doivent bénéficier les athlètes, notamment par les encouragements, en entretenant sans cesse le coureur de sa victoire certaine et facile. C'est le sérum moral. Il déclare ainsi « À l'aide du sérum moral, je suis arrivé à faire tenir plus de 2 jours l'un des concurrents qui, près de la fin, a dû abandonner à cause d'une chute. Le sérum moral est un tonique. » Un article de la Nouvelle Presse médicale mentionne que dès 1950, la Fédération française de ski, avec comme médecin fédéral le docteur André Bouvet, qui est neuropsychiatre, a envoyé à la veille des Jeux Olympiques d'Oslo une équipe médicale pour soumettre pour la première fois les skieurs et skieuses de l'équipe de France à un ensemble de tests psychologiques et psychomoteurs, ainsi qu'à des épreuves purement psychologiques. À ce moment-là, la démarche de cette fédération est tout à fait novatrice en France, et ces tests vont ensuite se poursuivre par l'introduction de techniques de relaxation. Également, lors du premier colloque médical de rugby, le docteur Versier explique que lorsqu'il était président de la commission de rugby de son club, 2 de ses joueurs venaient le voir à l'hôpital pour une petite séance de psychothérapie clandestine et rassurante. Ainsi, durant l'entre-deux-guerres, les masseurs-soigneurs aux origines sociales populaires, ainsi que les médecins les plus notables, se trouvent sur un premier espace de la psychologie dans le sport d'élite à travers des formes d'exercices très différentes, mais qui pour autant existent. Si la participation des médecins dans le traitement moral des sportifs de performance ne consistait qu'à des initiatives privées, limitées à un sportif, à un groupe de sportifs ou à une fédération, mais ne faisait pas l'objet d'un groupe professionnel spécifiquement dédié à travailler le moral des sportifs, les masseurs-soigneurs constituaient un collectif de travail connu dont les savoirs empiriques mis au service des sportifs étaient reconnus et approuvés par les acteurs du monde du sport. C'est à partir du XXe siècle que l'on peut voir que le moral devient petit à petit l'inconnu psychique de la performance, dans l'espace médico-sportif. Et c'est dans un contexte d'installation de la médecine du sport à l'université, les premières formations datant de la fin des années 1940, que les experts de la médecine du sport cherchent à arrêter les contours scientifiques et à asseoir la légitimité de leur discipline, en faisant notamment entrer la question du psychisme des athlètes dans les débats. En consultant les archives de la revue Médecine, Éducation Physique et Sport, on peut voir que la problématique dite des éléments psychiques de l'épreuve fonctionnelle est traitée à partir de 1948 par le docteur Enkos, médecin du sport. Celui-ci attire l'attention sur un chapitre de psychophysiologie qui traite de la distinction entre tension psychique et tension mentale, distinction que lui-même a déjà interrogée dans une étude. À ce moment-là, les termes utilisés se médicalisent. Le moral devient le psychique.
En 1963, dans cette même revue, le docteur Leclerc déclarait que si le sujet est préparé techniquement, médicalement, il suscite la grande inconnue, l'inconnu psychique. Et là, pas de mesure. Seulement quelques tests psychologiques difficiles à interpréter, n'évaluant que partiellement les qualités morales, les influences professionnelles, familiales et autres. En terminant par dire que c'est l'avenir de notre médecine du sport. En 1964, lorsque l'État cherche à administrer et rationaliser le sport de performance, de nombreux experts que sont les médecins du sport sont sollicités. On assiste donc à une rencontre entre une médecine du sport qui s'institutionnalise et l'administration du sport de haut niveau. Et à ce moment-là, les débats s'intensifient. Lors du colloque international de sport et de médecine qui a eu lieu à Vichy, dans son allocution, Maurice Herzog, homme politique, estime qu'une marque d'attention sur le psychisme est nécessaire pour le bien-être du sportif et pour son succès. Diverses questions sont traitées lors de ce colloque, telles que la préparation psychologique d'un athlète en vue d'un but précis, les problèmes psychologiques qui se posent à l'entraîneur, le rôle réciproque de l'entraîneur, du médecin, du psychologue et même du masseur, la concentration des athlètes durant un match, les techniques de relaxation. En somme, les questions relatives au moral et à la psychologie des sportifs, jusque-là traitées dans la presse sportive, s'installent à partir de 1948 dans les discours au sein des organisations médicales, pour devenir l'inconnu psychique à résoudre. On va voir par la suite que lors de l'institutionnalisation de la psychologie des sports, la question du moral, qui était devenue l'inconnu psychique, va finalement se convertir en un problème psychologique à résoudre. Cette conversion va avoir des effets efficaces, puisque dans la période qui suit, les sociétés savantes sont dirigées et pensées à travers la médecine. C'est entre 1965 et 1969 que l'on voit apparaître les sociétés savantes de psychologie du sport à différentes échelles. En 1965 a eu lieu le premier congrès international de psychologie du sport à Rome. Il est organisé par la Fédération italienne de médecine du sport et tous, psychologues, médecins, psychiatres, sociologues, pédagogues, sont invités à ce congrès pour mettre en commun les apports de leurs diverses activités dans leurs recherches sur la psychologie du sport. C'est à l'issue de ce congrès que la SIPS sera créée avec le psychiatre Dr Ferroccio en tant que président. En 1967, la SFPS voit le jour avec à sa tête le professeur Sivadon, également psychiatre. Et en 1969, c'est la FEPSA qui est créée. Lors du deuxième colloque international de préparation psychosomatique organisé par la SIPS en mai 1967 à Paris, les médecins, psychologues, masseurs et entraîneurs sportifs de 21 pays étaient représentés et réunis sur le thème « Bilan et prospective de la préparation psychosomatique du sportif par les méthodes de régulation du tonus ». Il est à noter qu'à côté de la SIPS, les sociétés impliquées dans l'organisation de ce colloque international sont toutes des sociétés médicales. Le Groupement latin de médecine physique et des sports, la Société française médicale d'éducation physique et des sports, la Société française de médecine psychosomatique. Les conclusions de ce congrès ont été les suivantes. D'une part, une préparation psychosomatique est nécessaire afin de répondre aux problèmes d'origine psychologique du sportif. Et d'autre part, l'entraînement psychotonique est une méthode spécifique aux sportifs, codifiée en réalisant la synthèse des méthodes médicales et des procédés empiriques afin d'en améliorer les résultats. Par préparation psychosomatique, on entend en fait cours psychotonique. Suite à ce congrès, un cours international de formation à l'entraînement psychotonique s'est mis en place sous la responsabilité de la SIPS, puis dans un second temps de la SFPS. La mise en place des cours psychotoniques représente la première formation destinée aux médecins, entraîneurs et masseurs kinésithérapeutes pour préparer mentalement les sportifs. Le cours se réalisait à l'hôpital Saint-Michel et c'est le docteur Eric de Winter qui en était le dirigeant. En pratique, il s'agit d'une méthode basée sur l'entraînement autogène à la relaxation de Schultz. Pour vous donner une idée des exercices qui étaient réalisés, au sein d'un entraînement psychotonique, une séance de contrôle avec relâchement musculaire, c'est une séance qui se réalise, selon les termes de l'époque, dans une ambiance tranquille, où il faut fermer les yeux et se concentrer sur la formule « calme, calme, tout à fait calme » pour ressentir des sensations de pesanteur et de chaleur. D'après les archives de la SIPS, le cours psychotonique était destiné aux médecins, entraîneurs et masseurs kinés, mais la majorité des participants étaient médecins. Pour la délégation française, 19 sont médecins sur 46 participants. Pour 7 entraîneurs, 7 masseurs kinés, 5 professeurs d'éducation physique, les psychologues, en revanche, sont nettement minoritaires puisqu'ils ne sont que 4 sur 46. On peut donc observer que dès le début, ce domaine d'expertise a tiré une hétérogénéité de professionnels. Néanmoins, à cette époque, les médecins restaient surreprésentés par rapport aux autres acteurs. En somme, la mise en place des cours psychotoniques est assez illustrative du processus de médicalisation qui s'est exercé à cette époque-là. Considérée comme la redéfinition d'un problème existant dans un langage médical, la médicalisation consiste à conférer une nature médicale à des représentations et à des pratiques qui n'étaient jusqu'alors pas socialement appréhendées dans ces termes. De la question du moral des sportifs,
Soigné par les masseurs, il a été ensuite question de psychisme pour devenir ensuite un problème psychologique qu'il convient de solutionner par une formation médico-psychologique. Formation dirigée par un médecin dans un hôpital et dont la majorité des participants sont des médecins. Que ce soit à travers la rhétorique utilisée, les pratiques mises en place ou encore les représentations de la psychologie du sport, on peut voir qu'entre 1965 et 1970, la question semble efficacement convertie dans une logique médicale. Efficace, car elle se traduit par des prises de position massives des médecins dans les sociétés savantes de l'époque. Lorsque la SFPS est créée en 1967, dans une lettre, le docteur Eric de Winter exprimait d'ailleurs très clairement le fait que les entraîneurs et psychologues sportifs ne pouvaient accepter de n'être que des membres associés d'une société médicale. Et lorsque l'on étudie la composition des différents membres de la SFPS, on peut clairement apercevoir une majorité de médecins. Parallèlement à l'institutionnalisation de ces sociétés savantes, en France, en 1968, lors de la réorganisation du bureau médical créé au ministère de la Jeunesse et des Sports, les attributions du bureau concernent aussi la recherche médicale et psychologique appliquée au sport. En 1969, le docteur Perrier, chef du bureau médical, déclarait dans une lettre adressée à 13 de ses confrères médecins que les problèmes de psychologie appliqués au sport ont fait jusqu'à présent l'objet d'approches multiples qui ne semblent pas avoir encore trouvé d'application concrète souhaitable. Selon lui, il apparaît particulièrement opportun actuellement que les problèmes psychologiques d'hygiène mentale et leur application soient abordés de façon concrète dans la recherche et l'enseignement appliqués à la médecine du sport. Dans une circulaire de février 70, le docteur Segal, alors chargé de consultation à l'Institut national des sports, et le docteur Perrier expliquent qu'une réunion s'est tenue le 20 décembre 1969 à l'INS et en présence de nombreux médecins et psychiatres et où il a été décidé de mettre en place des consultations médico-psychologiques destinées aux sportifs. Finalement, que ce soit à travers la rhétorique utilisée, l'organisation des différents groupes professionnels, l'institutionnalisation de la formation, l'installation des pratiques ou encore les formes d'expertise mobilisées par les pouvoirs publics, entre 1965 et 1970, on assiste à un travail de conversion des problématiques psychologiques en questions proprement médicales. Pourtant, au début des années 1970, avec la remontée en force des acteurs issus de la psychologie universitaire, on assiste à une restructuration de ce champ d'expertise. En 1972, lorsque la SFPS renaît après une interruption, dont on ignore pour l'instant les raisons, son nom est changé et porte la marque de Société française de psychologie des sports et d'éducation corporelle. Durant sa reconstruction, on observe un bouleversement des titres au sein de son comité directeur. Parmi les membres élus, les professeurs en psychologie sont désormais largement dominants. Si en 1967, l'expertise médicale était majoritairement représentée dans le comité directeur, notamment avec des médecins psychiatres, en 1972, il semblerait que ce soit l'expertise de la psychologie qui soit la plus représentée. La restructuration de la psychologie du sport dans les années 70 nous amène à nous demander comment un espace qui était médicalisé s'est finalement restructuré au profit d'un groupe d'acteurs, les psychologues, qui jusqu'à présent étaient peu représentés. On peut en déduire que les psychologues ont réussi à imposer une concurrence efficace ou bien que les médecins leur ont laissé la place. Ces deux hypothèses sont largement plausibles. D'une part, car ce marché est sans doute apparu peu gratifiant et lucratif pour les médecins, et d'autre part, car le processus d'universitarisation de la psychologie ouvre des positions et des possibles pour ces acteurs universitaires. À partir donc de ces années 1970, les psychologues mettent la main sur cet espace professionnel et occupent des positions dirigeantes dans les sociétés savantes. Pour autant, ils sont néanmoins tout de même soumis à la concurrence d'autres acteurs. En particulier, au tournant des années 80-90, on assiste à l'entrée massive du coaching sur ce marché. Développé aux États-Unis au tournant des années 80-90, le coaching est presque aussitôt introduit en France par des consultants qui ont la particularité d'exercer également comme psychothérapeutes. Issu d'une hybridation entre la psychosociologie du travail qui a façonné les champs du management et de la formation d'une part, et de la psychothérapie du développement personnel d'autre part, le coaching a investi l'espace de la psychologie dans le sport d'élite, renforçant une nouvelle fois l'hétérogénéité des profils des experts qui œuvrent sur cet espace. Pour conclure sur cette première partie, en prenant au sérieux l'idée selon laquelle les masseurs comme les médecins ont constitué des groupes d'acteurs ayant pesé sur un espace de la psychologie du sport, ce travail permet tout d'abord de montrer que derrière l'histoire récente et officielle de la psychologie du sport se jouent des logiques plus anciennes et dissimulées dont on peut faire l'hypothèse qu'elles ont contribué à en formaliser les contours. Cet espace professionnel est donc un espace ancien et représentatif d'une lente constitution des savoirs. L'un des autres bénéfices de ce travail est de montrer que l'institutionnalisation de la psychologie dans le sport d'élite s'est faite alors que les questions de morale, de psychologie et de psychisme des athlètes étaient déjà discutées sur l'espace de la haute performance sportive, mais également travaillées par différents collectifs d'acteurs.
La psychologie du sport s'institutionnalise alors même qu'elle semble déjà exister d'une manière plus empirique sur le terrain, ce qui explique la difficulté à réguler cet espace. Le retour socio-historique permet de montrer que le marché professionnel de la psychologie du sport est caractérisé par une profonde hétérogénéité. Masseurs-soigneurs, médecins psychiatres, médecins du sport, psychologues, coachs. Cet espace révèle une forte diversité, que ce soit du point de vue des pratiques, des discours ou des représentations qui y ont lieu, en sachant qu'un collectif d'acteurs n'en efface pas forcément un autre. Dans cette présentation, je suis revenue sur les différents temps forts qui marquent l'histoire de la psychologie dans le sport d'élite, mais il faut bien retenir que ce n'est pas parce que les médecins sont surreprésentés que les psychologues ne sont pas présents, ou encore une fois que lorsque les psychologues restructurent le champ d'expertise, les médecins disparaissent. C'est vraiment des collectifs d'acteurs qui s'ajoutent les uns aux autres. Une telle hétérogénéité qui est constitutive d'un marché peu régulé pose du coup la question des effets qu'elle produit. Et c'est justement l'objectif de cette seconde partie. Nous chercherons donc dans cette seconde partie à savoir qui sont les professionnels qui composent cet espace et quelles sont leurs trajectoires sociales. Comment sont-ils entrés dans leur activité professionnelle? De quelle manière se nomment-ils? Et quelles sont leurs pratiques professionnelles? Pour répondre à ces différents objectifs, mes travaux s'appuient sur une enquête menée à partir d'un territoire délimité qui est celui de la région Pays de la Loire. Après un recensement quasi exhaustif de l'ensemble des professionnels de la région, à partir des entrées qui ont été les miennes, c'est-à-dire à partir des listes des réseaux d'experts, mais également par le biais des structures d'élite de la région, ainsi que des professionnels qui déclarent eux-mêmes travailler dans les secteurs de l'accompagnement psychologique ou mental auprès des sportifs de haute performance, au total, 26 entretiens biographiques ont été menés auprès de ces experts. Ma population d'enquête est composée de préparateurs mentaux, de psychologues du sport, d'individus déclarant faire aussi bien de la psychologie du sport que de la préparation mentale, de thérapeutes tels que des sophrologues, hypnothérapeutes ou encore des cas plus marginaux, comme un coach spécialisé dans le sommeil et le stress qui œuvre auprès des sportifs d'élite. À ce stade de l'enquête, les premiers résultats permettent de décrire l'espace des professionnels de la psychologie dans le sport de haute performance. Au titre de la sociographie générale, certaines caractéristiques tendent tout d'abord à rassembler les différents professionnels qui composent notre population. En effet, les experts de la psychologie qui travaillent auprès des sportifs sont en majorité des hommes. Les femmes présentes sur cet espace étant davantage psychologues du sport ou thérapeutes. Celles qui se déclarent préparatrices mentales représentent une minorité, confirmant ainsi que l'espace de la haute performance sportive, du point de vue de la normativité de genre, reste un espace qui attire plus les hommes que les femmes. Ce résultat est d'autant plus significatif car le monde professionnel de la psychologie est un espace par ailleurs très féminin. En 2022, les femmes représentent 88% des psychologues en France. Également, la quasi-totalité des professionnels ont été sportifs en compétition durant leur jeunesse et sont issus de familles dans lesquelles le sport était également pratiqué en compétition, majoritairement à un niveau départemental ou régional. Les experts interrogés étant toujours pratiquants sportifs à l'âge adulte, mais plutôt sous un format loisir. On observe donc une proximité culturelle au sport qui permet de montrer que les professionnels sont formés aux normes du sport de compétition. Par ailleurs, si ces caractéristiques liées au genre et à la sportivité tendent à rassembler les professionnels interrogés, il n'en reste pas moins que notre population présente tout de même une forte hétérogénéité. Notamment, la porosité des voies d'entrée se manifeste par des profils extrêmement différenciés entre les professionnels. Parmi la population interrogée, plus de la moitié des professionnels ne sont pas entrés directement par le métier qu'ils exercent actuellement. La majorité de notre population est en effet composée de professionnels qui se sont reconvertis après un ou plusieurs métiers exercés et sont donc arrivés tard dans leur activité professionnelle, pour la plupart lorsqu'ils avaient entre 42 et 51 ans. Parmi ces derniers, on retrouve aussi bien des personnes qui étaient éducateurs sportifs, professeurs de PS, gérants d'un magasin de sport ou encore directeurs d'une structure sportive, que des personnes qui exerçaient des métiers en dehors du secteur sportif, tels que stylistes, responsables commerciaux ou encore chefs d'entreprise. Parmi les professionnels qui ont connu une reconversion, nombreux sont ceux qui ont connu un moment de rupture dans leur parcours professionnel. Que ce soit une rupture professionnelle due à un licenciement économique ou encore à une faillite, ou une rupture personnelle due à une blessure ou encore le décès d'un membre proche. Rupture qui les a questionnés sur leur trajectoire, les a amenés à consulter un professionnel de la psychologie avant de se former eux-mêmes. Parmi ces experts reconvertis, on retrouve davantage de préparateurs mentaux et de thérapeutes. Enfin, on distingue les professionnels qui sont entrés dans leur activité juste après leurs études et se sont donc insérés sur cet espace assez jeune, à l'âge de 25 ans environ. Ces individus sont majoritairement psychologues ou préparateurs mentaux, les thérapeutes de notre population étant tous arrivés plus tard dans leur activité professionnelle.
L'espace du travail de la psychologie dans le sport d'élite réunit ainsi des profils hétérogènes, principalement cristallisés autour de deux pôles. Ceux qui ont suivi une formation universitaire et sont entrés par la suite dans leur activité professionnelle, et ceux qui sont entrés plus tardivement sur cet espace et se sont formés par le biais de formations privées. Ces différences que l'on retrouve du point de vue de l'entrée dans le métier expliquent la forte hétérogénéité quant au niveau d'études de ces experts. Si les psychologues ont tous un niveau Bac+5, dû à l'encadrement du titre, ce qui est intéressant, c'est que l'espace de la préparation mentale réunit sur un même marché du travail des personnes avec des niveaux de formation très différents, allant du niveau Bac jusqu'au niveau Bac+8. On observe donc une palette très large en termes de diplômes, qui se traduit également par des écarts importants en ce qui concerne le temps de formation de ces professionnels et le format de leur apprentissage. Si certains ont étudié plusieurs années à l'université par le biais de cours en présentiel et de stages avant de rentrer sur le marché du travail, d'autres n'ont suivi qu'une formation réalisée entièrement en ligne et à distance. D'ailleurs, il est intéressant de remarquer la manière dont les futurs professionnels font le choix de leur formation. Au vu de leur diversité sur le marché, comment les experts qui se forment dans le cadre de formations privées choisissent leur lieu d'apprentissage ? Si le coût, le format ou encore la durée de la formation sont des éléments qui sont pris en compte par les individus, la manière dont les formateurs se mettent en scène et font leur marketing de soi sur les réseaux sociaux notamment et racontent leur parcours de vie semble être un élément déterminant. À l'image par exemple de Marjorie, anciennement professeur de PS, qui se tourne vers la méthode Target, justement car son créateur était également un professeur de PS et se reconnaît ainsi en lui. À l'image également de Luc, préparateur mental, anciennement personnel d'éducation et entraîneur de football, qui se dirige vers la formation mentale de pro, au regard du passé professionnel commun qu'il entretient avec le formateur. En d'autres termes, les professionnels qui s'inscrivent et s'engagent dans une formation le font en fonction de qui ils sont, c'est-à-dire en fonction de leurs origines sociales, ainsi que de leur trajectoire professionnelle et donc de la manière dont ils se reconnaissent au formateur. Les entrées sur cet espace de travail sont donc des entrées très différentes, rattachées à des caractéristiques sociales différentes, à des écarts d'âge importants, à des durées et formats de formation éloignés entre les professionnels. Et l'hétérogénéité que l'on retrouve dans les profils et trajectoires produit inévitablement des effets sur la manière dont les professionnels se nomment et dont ils se représentent leur activité. L'un des effets les plus notables produits par l'hétérogénéité des acteurs est qu'il induit un rapport très individualisé au travail. Et c'est tout d'abord dans la manière dont les professionnels racontent leur parcours très singulier, atypique ou encore original que l'on aperçoit cette individualisation du travail. Leur présentation de soi et la singularisation de leur parcours amènent les professionnels à se nommer d'une certaine manière en fonction de qui ils sont. Coach professionnel, coach mental, préparateur mental, cérébral trainer, psychologue clinicien, psychologue du sport, thérapeute. Les statuts auxquels s'identifient les professionnels sont divers et variés et reflètent la manière dont ils se représentent sur le marché en fonction de leur trajectoire personnelle. Également, c'est dans la manière dont ils perçoivent les différents rôles des professionnels de ce secteur et définissent les frontières entre ces derniers que nous pouvons apercevoir la singularisation du travail. Ma définition de « selon moi »,« pour moi », ma vision. Leurs représentations sont largement individualisées et différentes les unes des autres, signe d'un marché peu régulé. Pour exemple, quant au rôle des coachs et préparateurs mentaux, Bastien, hypnothérapeute, considère que c'est seulement une différence de nomination. Tout comme Pascal, préparateur mental, qui m'explique que le coaching et la préparation mentale sont deux mêmes choses, même s'il préfère le nom de préparateur mental, le coaching faisant selon lui surtout référence au monde de l'entraînement sportif. Si Pascal considère que le coaching est un terme restrictif et réservé au secteur sportif, d'autres professionnels, au contraire, considèrent le coaching comme un fourre-tout et voient dans la préparation mentale une pratique au départ initiée dans le sport d'élite. S'il ne convient pas ici de juger de la véracité des propos, il s'agit de comprendre que les professionnels se positionnent sur cet espace en fonction de qui ils sont. Les plus jeunes générations ont ainsi tendance à voir dans le coaching un fourre-tout, lorsque les professionnels plus âgés comme Pascal, qui connaissent le coaching par le biais du mot coach, développé dans le monde du sport, ils voient une pratique plus noble, exclusivement réservée au secteur sportif. Et alors que certains professionnels comme Bastien ou Pascal voient dans le coaching et la préparation mentale des pratiques identiques, d'autres experts différencient ces deux secteurs, révélant une nouvelle fois des désaccords entre les experts. À l'image de Marjorie, coach et préparatrice mentale, qui considère que le coaching, c'est juste le questionnement, et que la préparation mentale consiste selon elle à donner un outil. Arthur, coach et préparateur mental, considère lui que les bases sont les mêmes, mais que les outils ne sont pas les mêmes. Enfin, Tom, préparateur mental, considère que ces deux pratiques ne consistent pas dans la même démarche et explique que la préparation mentale est centrée sur l'optimisation d'habileté, alors que le coaching est selon lui beaucoup plus centré sur la personne. Les rhétoriques professionnelles apparaissent ainsi comme non stabilisées.
C'est notamment le cas lorsqu'il convient de définir les tâches d'un préparateur mental et d'un psychologue du sport. Si Marjorie m'explique que le préparateur mental traite de la partie saine de l'individu, alors que le psychologue s'occupe de la partie malsaine, Jérôme, préparateur mental, considère lui que les psychologues travaillent sur le passé, alors que les préparateurs mentaux sont orientés vers le présent et le futur. Les exemples sont multiples et démontrent bon nombre de désaccords entre les professionnels en ce qui concerne la définition des titres et des missions de chacun. En définitive, l'hétérogénéité des profils et parcours des experts qui composent cet espace produit un rapport très individuel et singulier au travail, ce qui amène les professionnels à avoir des représentations de la psychologie dans le sport d'élite différentes, mais également les conduisent à avoir des formes d'installation très variables dans leur activité professionnelle. En effet, derrière les mots et la manière dont les professionnels se présentent, se jouent des destins professionnels et des manières d'occuper le métier très différentes. De ce point de vue-là, la question de l'installation dans le métier est notamment révélatrice. C'est dans la manière dont les professionnels qui travaillent en libéral démarrent leur activité et usent de stratégies pour la développer que l'on retrouve une pluralité de pratiques rattachées possiblement à des ressources sociales différentes. Il y a tout d'abord ceux qui se forment à des compétences commerciales et techniques managériales avant de débuter leur activité. Ceux qui font leur premier pas sur le terrain en s'arrangeant avec leurs clients par le biais de séances gratuites en échange de publicité ou de travail gratuit auprès de structures sportives pour convaincre les staffs avant d'entamer une collaboration. Il y a également ceux qui démarrent leur activité avec leur propre réseau personnel pour ensuite faire fonctionner le bouche à oreille. D'autres utilisent les réseaux sociaux ainsi que les médias et dont le marketing est basé sur un discours qui vise à une présentation de soi professionnelle et personnelle. Ou encore, certains choisissent de se faire labelliser service d'aide à la personne afin que leurs clients puissent se faire rembourser. C'est également à travers le lieu et le cadre dans lequel les professionnels pratiquent leur activité que la variété s'observe. En effet, une partie des professionnels de la psychologie revendique la nécessité de se situer en dehors du terrain sportif, c'est-à-dire éloigné des structures et des staffs, afin de pouvoir rester neutres dans leur travail et ne pas être pris dans d'autres enjeux que celui d'être là pour le sportif qu'ils accompagnent. Également, ces derniers mettent en avant le fait que la confiance des sportifs est plus facile à gagner lorsqu'on se situe en dehors de la structure. Si la majorité d'entre eux possèdent un bureau ou dans un cabinet ou dans une structure d'un autre type, certains privilégient des lieux publics ou encore le domicile de la personne pour exercer leur activité et pour possiblement des raisons financières. D'autres, au contraire, expriment la nécessité d'être justement présents sur le terrain sportif afin de pouvoir observer et comprendre les problématiques des sportifs. Également, la collaboration avec le staff leur paraît primordiale pour mener un travail de qualité. Enfin, une partie des professionnels se situe dans l'entre-deux de ces discours et évoque un équilibre à avoir entre la proximité à entretenir avec le terrain sportif et l'extériorité que permet l'exercice en dehors du terrain. La diversité des lieux et cadres de travail mobilisés par les professionnels induit inévitablement de grosses divergences en termes de pratique. Pour exemple, les professionnels qui travaillent exclusivement en dehors du terrain sportif et sans collaboration avec les staffs sont aussi ceux qui travaillent exclusivement auprès de sportifs individuels, en off, comme le disent les professionnels, et ne font pas d'intervention collective. En ce qui concerne la clientèle des professionnels, la très grande majorité travaille également dans d'autres secteurs d'activité, tels que celui de l'entreprise ou encore de l'école, mais plus généralement du monde civil, avec des étudiants en particulier, c'est-à-dire tout type de public. Les quelques experts qui travaillent exclusivement auprès des sportifs de haut niveau sont aussi ceux dont l'activité ou la moitié de leur activité s'exerce en tant que salariés. L'installation en libéral paraît ainsi peu compatible actuellement avec une activité professionnelle dédiée entièrement au sport de haute performance. Lorsqu'il s'agit de s'intéresser aux tarifs pratiqués et à leur variabilité, là encore, les experts ne sont pas tous d'accord, ce qui reflète des prétentions et niveaux de légitimité différents sur un même espace de travail. En ce qui concerne les professionnels formés en psychologie, les séances se situent entre 55 et 80 €, peu importe le nombre de séances réalisées. En préparation mentale ou en thérapie dite brève, pour une séance qui dure entre 45 minutes et 1h30, les tarifs débutent à 50 € et vont jusqu'à 150 € en ce qui concerne la population interrogée. Bon nombre de professionnels expliquent fonctionner avec des packs de séances, c'est-à-dire avec un nombre de séances vendues à l'avance et qui proposent un avantage financier, puisque selon ce système, plus on prend de séances, moins les séances sont chères. À ce sujet, deux types de discours viennent alimenter cette pratique. D'une part, ceux qui se positionnent plutôt contre et qui considèrent qu'on ne peut pas prévoir le nombre de séances utiles aux sportifs, et d'autre part, ceux qui utilisent cette méthode et argumentent l'idée selon laquelle un travail en préparation mentale ne peut se faire que sur une ou deux séances. L'argument marketing de cette pratique n'est jamais cité, mais il convient quand même de le relever puisque les professionnels tendent à fidéliser leur clientèle sur du plus long terme en proposant des packs de séances.
Enfin, la variabilité des tarifs pratiqués dans le secteur libéral est omniprésente sur cet espace. La majorité des professionnels déclarent en effet varier les tarifs qu'ils pratiquent en fonction du public auquel ils s'adressent. Ainsi, une séance de préparation mentale faite auprès d'un dirigeant d'entreprise ne sera pas tarifée de la même manière qu'avec un sportif. Également, les experts pratiquent des tarifs différents en fonction des sportifs qu'ils accompagnent. À ce titre, un footballeur professionnel ne paiera pas le même prix qu'un athlète d'élite dont on peut faire l'hypothèse que le statut est davantage précaire. Le point intéressant sur cet aspect de l'enquête, c'est que la grille tarifaire ne semble pas corrélée au niveau de diplôme des praticiens, mais repose sur d'autres caractéristiques, et en particulier à des caractéristiques sociales associées à un ethos de petit indépendant ou encore à la réputation des individus. L'un des axes de prolongement de la thèse va justement consister à comprendre les mécanismes de construction de la réputation des professionnels et à mieux comprendre ces formes de bricolage professionnel. Enfin, l'exemple de la supervision semble approprié pour d'une part montrer la pluralité des réalités que ce terme recouvre, mais également d'autre part pour comprendre la manière dont cet espace est polarisé et entraîne les experts à s'engager dans des relations professionnelles d'entre-soi. Alors que la majorité des experts considèrent la supervision comme une obligation, un gage de sérieux, et apparaît ainsi comme une norme professionnelle dans l'espace de la psychologie dans le sport d'élite, certains estiment ne pas en avoir besoin, en justifiant le fait qu'ils ont créé leur propre méthode et que personne d'autre qu'eux ne serait à même de juger de leurs compétences. D'autres n'ont pas de superviseur pour des raisons financières, au regard de la fragilité de leur activité. Parmi les experts qui déclarent avoir un superviseur, là encore, le terrain recouvre des réalités multiples. Il y a tout d'abord ceux qui voient régulièrement leur superviseur et le rémunèrent pour cela, ou parfois, lorsqu'ils sont salariés, c'est la structure qui prend en charge le financement. Il y a ceux qui expliquent faire de la supervision via les échanges de pratiques qui se réalisent dans les réseaux auxquels ils appartiennent. Il y en a d'autres qui considèrent avoir des superviseurs via les échanges informels, tenus auprès de collègues, amis ou encore confrères. Ceux qui échangent de manière informelle mais considèrent que cette pratique se nomme de l'intervision. Parmi les professionnels qui ont un superviseur, ces derniers le choisissent en fonction de l'affinité et du feeling, pour reprendre les termes employés par les experts, qu'ils entretiennent avec cette personne, créant ainsi des relations dans lesquelles les individus s'engagent avec des personnes finalement qui les ressemblent. À travers la présentation descriptive des différentes formes d'occupation que présente l'espace de la psychologie dans le sport d'élite, il convient de comprendre que ce marché professionnel met en jeu des acteurs aux profils et trajectoires professionnelles très différents qui conduisent à des identités et pratiques professionnelles qui se confrontent, voire s'opposent. Aujourd'hui, l'enjeu de mon travail n'est pas de juger de la qualité ou de la dangerosité des pratiques qui s'exercent dans ce secteur d'activité, mais plutôt de rendre compte de l'ensemble des pratiques qui existent sur cet espace et qui toutes génèrent de la demande. Si certains athlètes se tournent vers des professionnels aux compétences considérées comme plus légitimes, au regard de la scientificité de leur parcours ou de leur insertion dans les réseaux professionnels, d'autres se tournent vers des professionnels moins reconnus par le savoir universitaire, qui ne sont pas visibles dans les réseaux institutionnels, qui définissent leur activité parfois en contradiction avec les normes symboliques définies par la majorité des experts, mais qui pour autant gagnent du terrain sur cet espace professionnel et développent leur activité, que ce soit au niveau local, national, voire international. Pour conclure, c'est en se positionnant en rupture avec les discours qui consistent à faire de la psychologie dans le sport d'élite un nouvel espace de savoir que ma communication s'inscrit aujourd'hui. Le retour socio-historique permet tout d'abord de montrer que cet espace n'est pas récent, mais le résultat d'une lente constitution des savoirs marquée par une forte hétérogénéité dès sa construction sociale. Les tentatives de régulation de cet espace ne sont donc pas nouvelles. D'autres collectifs de travail ayant déjà tenté d'encadrer ce marché auparavant, avec plus ou moins de réussite. La grande hétérogénéité des acteurs qui occupent cet espace est visible dans les voies diverses par lesquelles ils sont entrés dans le métier et explique les différentes conditions de réalisation du travail. Cette variabilité amène des écarts très importants en termes d'identité professionnelle et fragilise la structuration d'une expertise commune et partagée. Cette diversité des acteurs et de la manière de considérer le travail constitue ainsi un défi pour les instances qui entendent réguler l'exercice de la psychologie dans le sport d'élite. Je vous remercie de votre attention.